l'information, Saint-Éric Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ses équipes, se retrouve en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin, cette mi-journée. Les 11h11 ici à la radio, Taxi FM Lomé. Avec mes confrères, naturellement, nous allons revenir sur le sujet, sur les sénatoriales. Est-ce que nous allons vers un Sénat aussi unicolore ou un Sénat homogène? Un pas de plus, en tout cas, vers la République 5. Je poserai clairement la question à mes confrères en studio. On pourra parler aussi des banques, avec Sounou, qui a de sérieux problèmes de la vie de beaucoup. On en a parlé un petit peu avec mes confrères qui étaient là hier. Je reviendrai un petit peu sur le sujet. Et puis sur le cas d'un activiste qui est en prison depuis quelques semaines. Afesio, c'est son nom. Et son sujet devient une préoccupation sérieuse pour les défenseurs des droits de l'homme, puisque l'homme va comparaître le 19 février prochain. On pourra placer un mot rapidement là-dessus. Bienvenue sur la radio. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio. Nous sommes sur Taxi FM Lomé dans l'émission La Gare routière de l'information avec mes confrères, les habitués de mardi. Bonjour Jacques Dakouti, comment allez-vous? Ça va Eric, bonjour aux auditeurs, auditrices de Taxi FM, bonjour à Ambroise, bonjour à l'ami Joseph et bonjour aux techniciens. L'homme de Diablé. Ah oui, c'était la cité. Tous ceux qui nous écoutent actuellement, je salue les auditeurs. Mardi passé, nous n'étions pas là. On était là, mais pas à l'antenne. Oui, justement, on n'était pas là. Plaise à Dieu qu'on ne puisse pas encore couper l'électricité au cours de l'émission. Oui, bon, à cause d'Ambroise, ils ne couperont pas. Bon, d'accord. On comprend que Ambroise a les entrées à la société. Alors. Mais il y avait une négociation. Eric, si tu le permets, je voulais évoquer un peu un sujet concernant nos sœurs. Et surtout celles qui sont au sein du gouvernement. Il y a souvent une situation que moi, franchement, il faut essayer de revoir parce que nous avons nos enfants, nous avons nos petites sœurs qui essaient de copier un peu la vie de ces responsables et autres. Et il faudrait que nous soyons quand même exemplaires dans ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais inviter les uns les autres à être un peu naturels. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer la beauté, forcer l'habillement. Parce que ce que le constat aujourd'hui, c'est que vous allez voir ces femmes qui font les faux ongles. Oui. Vous allez voir les ongles sont les longs manicures, comme les pelles des maçons. C'est quand même un peu long. Et puis, j'apprécie souvent certaines qui sont tellement naturelles, qui ne font même pas les perruques, les cheveux, mais qui se terrassent très bien. D'autres également qui se coiffent.
Et quand vous les voyez dans cette parure-là, c'est vraiment... Ça inspire quand même une éducation pour nos enfants. Quand vous prenez par exemple celle de la communication, Madame Kugan, je n'ai jamais vu cette dame-là porter une perruque ou aller se faire tracer. Elle se coiffe toujours naturellement. Et c'est vraiment... son style. Oui, c'est bien, ça il faut le reconnaître. Mais mettre les faux ongles, une perruque, quand vous voyez, ça frise souvent la vue des gens. C'est-à-dire que sont naturels. J'ai écouté un influenceur sur les réseaux la dernière fois qui disait que c'est quand même curieux, puisque des gens avec lesquels ils ont été à l'école n'ont jamais eu la moyenne en chimie. C'est ces gens-là qui composent des produits pour leur beauté. C'est quand même curieux. Ils font du savon et consorts, alors que ça là... Non, franchement, vous savez que actuellement, il y a un procès d'une Camerounaise comme ça, non, qui fabrique aussi des produits. Si. Actuellement, bon, les hommes qu'elle n'a pas eu beaucoup. Qui gonfle les fesses. Oui, il y a des produits éclaircissants, donc dépigmentation. Heureusement que la justice camerounaise a été clémente avec elle, avec seulement 6 mois d'emprisonnement, mais parce qu'elle doit verser quelque chose de 2 millions pour avoir osé aussi aller sur ce terrain. Il ne plaît pas. Donc, est-ce que c'est... Merci d'avoir lancé le débat là-dessus, Jacques, mais est-ce que c'est un terrain sur lequel nos autorités doivent s'intéresser aussi? Parce qu'on voit aujourd'hui, excusez-moi, que nos sœurs qui nous écoutent et qui sont dans les domaines, ou les hommes, les livreurs qui nous écoutent, nous en excusent, mais on voit aujourd'hui à Lomé beaucoup de nos sœurs, de nos femmes, qui sont dans la fabrication de ces savons. Elles mélangent beaucoup de produits dont on a et autre chose. Elles n'ont pas conscience. Mais vous savez que par le passé, en fait, ce n'est pas de nos jours, hein, parce que quand vous voyez déjà on prend souvent le savon qu'on nous appelle souvent l'égossérie. Oui. Vous voyez, ou bien Pébigoré. Oui. Voilà. Pébiri, tout ça là. Donc, vous savez que ce sont des savons qui ont été fabriqués traditionnellement. Oui. On ne connaît pas la quantité de soude, on ne maîtrise pas grand-chose, mais et pourtant, ces savons, on les utilisait à bon escient, et ça protégeait même notre peau. Maintenant, le gros problème, c'est que c'est lorsque les gens voulaient professionnaliser pour en faire des produits éclaircissants, et c'est là où il y a eu... On mélange tellement de produits. On met tellement de produits qu'on ne maîtrise pas. Beurre de karité, tout, tellement... Alors que les gens ont leur peau. Nous n'avons pas les mêmes peaux. Celui qui a la peau claire ne peut pas utiliser les mêmes produits, par exemple, que celui qui a la peau 100% noir ou bien beurre, tout ça là. Donc, c'est là où il y a le problème. Maintenant, ou bien celle qui veut aller sur ce terrain, je pense que qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller approcher les quatre, par exemple. C'est ça le nom de l'ICAT ou bien non? Après l'ICAT, il y a des laboratoires spécialisés dans les analyses de ces produits. Et je pense qu'en cela là, il peut y avoir des produits qui seront acceptables et qui seront quand même sur le marché. Et moi, là où je voudrais venir, c'est par rapport à la coiffure de nos jeunes sœurs aujourd'hui. Vous savez, vous voyez que la fois passée, je suivais qu'en Côte d'Ivoire, maintenant, il est interdit aux Miss, aux jeunes filles qui vont se présenter au concours de Miss, d'avoir des comment appelle-t-on, leurs mèches, tu vois, bon, du moins, tout ce qu'on leur remet, c'est de se coiffer. Ah oui. C'est une obligation aujourd'hui. Lorsque vous voulez vous présenter au concours Miss Côte d'Ivoire, vous devez vous coiffer. Vous devez avoir la beauté naturelle. Voilà. Comme notre Miss actuelle. Oui, comme notre Miss actuelle. Donc, je pense que c'est encourageant de féliciter aussi du moins, cette initiative pour que, il n'y a pas trop de dépravation. Parce qu'il y a certains, ayons le courage de le dire, des filles naturellement qui ne sont pas entre griffes belles, mais lorsqu'elles changent d'accoutrement, tout ça là, vous les voyez que très belle, c'est la plus belle fille même du village. Soir, on se rend compte que pourquoi c'est le soir? Même à midi. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour Joseph Gada. Bonjour et bonjour aux fidèles auditeurs. Jean-Baptiste, bonjour président. Et 2 secondes avant que je me donne le micro, juste pour féliciter le nouveau président actuel de l'Union africaine, et c'est Djiboutien. Oui. Et c'est Djiboutien, Mahamadou Ali Youssouf.
ministre des Affaires étrangères. Depuis 2005, hein, il a fait 20 ans, il est à ce poste. Et ce qui me pousse aujourd'hui à intervenir, c'est sa jeunesse. Oui. Il est très jeune, 59 ans, très jeune, qui est un polyglotte. Et qui parle déjà 3 langues, je pense que c'est appréciable. Et j'ai eu aussi à lire les projets qu'il entend mener pour la paix et surtout l'industrialisation et l'agriculture sur le continent. Donc je pense que moi je vais le suivre de près pour que l'Afrique puisse faire un pas. En tout cas, on espère. Donc félicitations à lui. On espère. Et le vieux aussi n'a pas démérité. Parce que c'est l'autre là, c'est Odinga, Raila, Kenya, le Kenya, n'a pas démérité. Il était passé même au Togo, il n'a pas démérité. Mais bon, puisque lui là a voulu préférer avoir seulement, c'est bon, se cantonner juste à sa langue locale, l'anglais. Donc ça va fonctionner. C'est pour cela que nous devons toujours encourager les jeunes à toujours évoluer. L'anglais, oui, français, aujourd'hui c'est les Chinois. Oui, les Chinois. Et il y a le turc. Oui. Il y a l'arabe aussi. Il y a l'arabe aussi. Donc, ce qu'il veut faire la diplomatie, comme Ambroise, il lui revient maintenant de s'efforcer encore pour apprendre au moins ça, l'arabe ou bien le chinois. Oui, je l'invite à venir apprendre l'arabe. D'accord. Bonjour Ambroise Pondio. Bonjour Eric, bonjour tout le monde, bonjour Jacques et Jeff. Et moi je voudrais prendre à compte-pied Joseph sur les 2 axes. D'abord le Djiboutien. Vous savez, l'Afrique est un grand mystère parce que moi j'ai eu mal quand c'est un Djiboutien qui vient d'un pays où il y a des bases militaires partout. Les bases de tous les pays occidentaux, jusqu'aux Chinois, États-Unis, France, surtout la France a plusieurs bases là-bas. Donc c'est un pays, il y a un dictateur là qui est là, et qui est là, il est là. Et il ne veut même pas partir. Parce que lui-même, ça fait 20 ans qu'il est ministre des Affaires étrangères. Et donc, c'est un mauvais signe qu'on nous envoie quelqu'un qui n'est pas pratiquement démocrate. C'est-à-dire que j'ai appris ça, c'est Raila Odinga qui était favori, en fait. Il était venu ici, effectivement. C'est un opposant de grand niveau. La langue ne devait pas faire barrière en principe, parce qu'il y en a aussi qui étaient passés sans forcément comprendre une autre langue. Mais un Djiboutien, c'est un Français. C'est un Français de souche. Quand je dis français, tout ce qu'il dira, c'est le colon. C'est-à-dire que même pour avoir été élu, ça, il y avait 2 choix. Il y avait le malgache et lui, en fait, que les Français devaient obligatoirement prendre. Parce que il y a une influence française, surtout occidentale, sur l'institution africaine. Depuis des siècles. La preuve, même le bâtiment ou le siège dans lequel ils habitent, c'est les Chinois qui les ont construits, truffés même de caméras, de micros, de tout ça. Et donc, moi, j'ai été vraiment déçu de l'élection de ce monsieur qui ne fera rien. Il fera même pire que Moussa Faki Mahamat. Maintenant, sur l'autre, il a chuté sur un autre sujet un peu. Oui, c'est sur ce sujet, on a parlé d'abord de la beauté. Non, pas beauté. Il a chuté. Pas de la langue. Voilà. Ah, ok. Quand vous parlez de langue, moi, je suis fier de parler ma langue. L'évé. Je suis désolé. Si Jacques m'apprend sa langue Moba, je serai content. Parce que moi, j'aurais aimé aller à Gapaon, faire au moins 1 an pour comprendre Moba. J'aurais aimé aller à Bassar. Parce que je comprends bien Kotokoli, je parle Kotokoli. Je comprends un peu Kabien. Je peux lui donner quelques langues. Mais j'aurais aimé valoriser ma langue maternelle. Parce que la dernière fois que je suis sur RFI, il disait de ma langue que c'est une langue ouest-africaine. Ça, j'ai été très content. Parce que quand vous allez au Nigeria... Le Mina, c'est ça. Non, l'évé. Quand vous allez au Nigeria, il y a les éveils qui sont là. L'éveil est bien parlé là-bas. Au Bénin, l'éveil est bien parlé. Au Ghana, on n'en parle même pas. Même une partie de la Côte d'Ivoire, tout comme quand vous parlez le Tui. Du Ghana. Au Ghana, côté Côte d'Ivoire aussi. D'ailleurs, la reine Pokou, tout ça là, il y a un lien. Donc, faisons la promotion de nos langues. Moi, je vais apprendre le chinois. Moi, j'ai 50 ans et plus. Je vais apprendre le chinois, vous faites quoi? On parlerait peut-être de ma fille. Ou de mes 2 filles. Mais me dire d'aller prendre le chinois. J'aurais plutôt aimé apprendre, en dehors du français, l'anglais, qui est une langue
universel, commercial, et qui se trouve dans toutes les notices des médicaments, tout ça. Bien sûr. J'aurais peut-être aussi l'arabe, mais bon. Pourquoi je n'en veux pas? Parce que je n'ai pas encore fini d'apprendre les langues africaines. Le Swahili. Oui, si, c'est aussi. Je n'ai pas encore. Ou le Haoussa. Le Haoussa. Oui, bien sûr. Ça même marche. même si je ne suis pas musulman, je préfère apprendre. Non, c'est pas une langue musulmane. Oui, je sais, mais ils sont beaucoup plus musulmans que chrétiens, les Haoussa. Oui, ben enfin. J'aurais aimé apprendre le Haoussa que d'aller apprendre le turc. Pourquoi apprendre le turc? Pour faire quoi? Pour des raisons commerciales. Ou le chinois. Pour des raisons commerciales. On a été forcé à apprendre la langue française parce que c'est eux qui nous ont colonisés. Sinon, on n'aurait jamais appris. Donc, on serait dans notre langue nationale. Aujourd'hui, quand on va nommer un ambassadeur pour aller en France, il parle l'évé ou une autre langue nationale. Là, ils sont obligés de traduire pour payer la personne. Vous me suivez? C'est ça. D'accord, très bien. Monsieur, merci beaucoup. On va aborder notre sujet rapidement parce qu'on a beaucoup de sujets sur le tapis aujourd'hui. Je voulais qu'on aborde le maximum. On va d'abord commencer par cette information livrée à vendredi, c'est-à-dire le cas de l'hôtel Sarakawa avec le débarquement de Nathalie Bito, désormais ex-administratrice de cet hôtel-là. C'est une dame qui a pris beaucoup de postes. On l'a vu au niveau de CCI Togo. On l'a vu au niveau de l'hôtel Les Bénins. Je ne sais pas si elle garde toujours le portefeuille de Les Bénins. Mais on était là lorsque dimanche soir, on apprend que vendredi 14 février, en fait, elle a été priée de libérer le plancher. D'ailleurs, on connaît aujourd'hui son remplaçant, un militaire, un colonel, Goumedjoui, qui la remplace. Mais quel est le problème? Quand on lit les confrères, on semble comprendre qu'on parle de mauvaise gestion de l'hôtel Sarakawa. Jean Takouti. Non, je crois que il faudrait que les compatriotes apprennent une chose. Quand vous êtes à un poste, le jour que vous êtes venu, vous pouvez également partir le même jour. Il faut mettre ça toujours en tête. C'est pas un CDI. Non, il faut vraiment se mettre ça en tête. C'est-à-dire que on peut vous nommer aujourd'hui à un poste, demain on peut également vous changer. Je serai à la place par exemple de Madame Bito, je serai quand même fier parce qu'il faut reconnaître que elle a abattu un travail énorme pour rénover l'hôtel Sarakawa. Et aujourd'hui, après 7 ans, si quelqu'un quelque part a pensé de la remplacer, je ne vois pas en quoi ça peut consister. Il ne devait pas avoir de problème en tant que tel. Parce qu'elle était administrateur provisoire depuis 7 ans. Oui. 7 ans, c'est beaucoup. Hein. 7 ans, c'est beaucoup. Donc, à un moment donné, si on trouve qu'on peut la remplacer, moi, je ne trouve pas de problème. Je ne crois pas qu'on puisse avoir un débat autour de cette affaire. Parce que Eric et toi et moi, on ne sait pas sur quel profil on l'a nommé. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait. On l'a débarqué. Mais ce qui est sûr, il faut qu'elle soit fière parce qu'elle a participé à renouveler l'hôtel. Elle a participé à redonner le blason de l'hôtel. Bon, qu'elle soit fière de partir. Même si on a lu sur les réseaux sociaux qu'elle a été renvoyée comme un malpropre hier, parce qu'il paraît que... On a lu beaucoup de choses sur les réseaux, beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut reconnaître, le jour que vous arrivez, vous pouvez également partir le même jour. L'essentiel est que, qu'est-ce que vous laissez avant de partir? C'est ça. C'est ça qu'on retiendra. C'est ça qu'on retiendra. Moi, ce que je retiens d'elle, je sais qu'elle a participé à renouveler l'hôtel. Aujourd'hui, quand vous allez à l'hôtel Sarakawa, vous êtes fiers de revoir l'hôtel parce que les activités évoluent. Mais le reste, Eric, toi et moi, nous ne maîtrisons pas. Celui qui l'a nommé, c'est peut-être la même personne qui l'a de quitter. Moi, je ne maîtrise rien. Mais tout ce que je sais, il faut qu'on se mette toujours dans la tête. Que le jour qu'on nous met quelque part, on peut partir. Quelqu'un peut faire 12 ans, 20 ans à un poste. Lorsque un jour arrive et on le dit de quitter,
mais qu'on ne fasse pas un débat. Ah oui, il ne devait pas avoir de débat en réalité autour de elle était là pour ce débarquement. Justement, 7 ans. Ça fait 7 ans qu'elle est à ce poste et aujourd'hui, elle n'est plus là. Justement. Alors, il faut quand même préciser que les hôtels du genre les Bénin, Sarakawa et consorts qui sont à Lomé sont gérés directement, pas par le ministère du Tourisme, mais par le ministère de l'économie et des finances et la présidence, selon nos informations. Quel commentaire vous, Joseph, vous faites de cette affaire-là, ce débarquement de Madame Nathalie Bito? Moi, c'est hier que j'avais appris l'information. C'est vrai que le week-end, je n'étais pas trop connecté, donc je n'avais pas l'information. C'est hier. Moi, c'était vraiment une surprise. Une surprise dans la mesure où, plus récemment, celle qui était au devant de la restauration de l'hôtel Le Bénin. Et parce que selon les confrères qui étaient là, parce qu'elle disait même que c'est sur les recettes même de l'hôtel Sarakawa. Oui, les bénéfices réalisés. Qui a permis quand même de rénover le Bénin. C'est ça, d'aller à la rénovation de l'hôtel Le Bénin. Alors, qu'elle soit débarquée, c'est vrai que c'est un dossier que je ne maîtrise pas trop. Et je me fie tout simplement à tout ce que les confrères ont eu à écrire. Je pense que peut-être qu'elle n'avait pas peut-être accepté la méthode. Hein, ou bien c'est ça. Son renvoi, hein, moi je veux passer. Tout s'apprend comme c'est un renvoi. Tout s'apprend comme ça s'est passé. En fait, il y a quand même un processus pour quitter de l'administration à une autre fonction. Parce que si des gens peuvent débarquer, je dis selon ce que j'ai lu au niveau des confrères, je n'ai pas encore vérifié, mais si des gens peuvent débarquer à ton absence pour faire des vérifications à gauche, à droite, ça veut dire qu'il y a-t-il des soupçons? Je ne saurais le dire. Parce que je pense qu'entre-temps, un confrère avait écrit, il y a un truc de détournement entre-temps par le passé. Il y a un confrère de Liberté qui avait fait sortir un dossier comme ça. Alors, est-ce que c'est ce qui a été remarqué? Alors qu'il ne faut pas oublier qu'elle-même, elle est auditrice, c'est ça? Oui, c'est ça, bien sûr. Voilà, donc je pense que... C'est elle qui avait audité, rappelez-vous, les comptes de la CAN. De la CAN, vous voyez, voilà. Donc ça veut dire que ce n'est pas une dame, elle n'est pas n'importe qui. Donc si aujourd'hui on doit la débarquer, je pense qu'il faudrait que tout soit fait dans les normes. Et généralement, puisque aujourd'hui l'hôtel Sarakawa est géré, bon, même si elle n'est que administrative, c'est ça. S'il faut la remplacer, je pense que c'est pas, puisque bon, nous n'avons plus maintenant le ministère du Tourisme, ou soit ça peut être pas un décret pris par le chef de l'État, ou bien un conseil des ministres, par exemple, pour dire que dorénavant, on a un nouveau directeur en la personne de... Non, pour la nommer, ça n'a pas été comme ça. Et donc, de la manière dont elle est arrivée, de cette même manière, elle est repartie. Oui, elle a été coincée au niveau du ministère de l'économie et des finances. Oui, était là. Et donc, c'est passé toujours par là. Voilà. Donc, moi, je dis... oui, tout ceci, oui, bien sûr. Oui, tout ce que je le dis selon ce que j'ai lu. Peut-être que... Parce qu'on nous a dit, les confrères nous ont révélé qu'il y avait des débarquements des gens à son insu. Oui. Et que des fois, c'est le personne même qui l'a appelé pour l'avertir qu'il y a des gens. Donc, ça veut dire que si effectivement les choses doivent se passer dans les normes, je pense que une dame d'une telle carrière, s'il y a des gens envoyés, parce qu'on a dit que ce sont des gens qui ont été envoyés au niveau de la présidence, s'il faut envoyer des gens comme ça, parce que c'est de commun accord, il faudrait qu'elle soit là. On échange, tout. Alors, y a-t-il des soupçons? Donc, c'est ce que moi je dis. Est-ce qu'il y a eu des soucis par rapport à sa gestion? Donc, c'est ce que j'ai eu du mal à comprendre jusqu'à présent. Parce qu'elle a été aussi félicitée lors de sa gestion, ou bien de son passage à la tête de la CCT également. Pour une bonne gestion qu'elle a eu à faire. Elle était même... C'est selon, hein, parce que... Oui. Tout ça. À l'époque, rappelez-vous. Voilà. Elle était aussi, elle était aussi ministre. Hein. Oui. Elle était ministre par le passé. Oui, elle a été ministre. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une dame n'importe quoi. Donc, maintenant, puisque j'ai la ferme conviction qu'actuellement, c'est qu'il y a un audit qui n'a pas son nom pour le moment,
dans les sociétés d'État, que ce soit privé, parapublic, tout ça là, il y a un audit. Alors, est-ce qu'il y a les non-dits? Est-ce qu'il y a les non-dits? Pour le moment, je pense que ici, nous avons des investigateurs, donc on saura peut-être que dans les jours à venir qu'il y a eu des soucis par rapport à la gestion. Il y a le confrère, le tabloïd qui nous renseignait que l'affaire là a commencé avec une visite, c'est-à-dire le 29 janvier dernier, dans l'après-midi, avec le débarquement à l'hôtel du ministre Sani Yaya, accompagné de quelques blancs d'origine libanaise, au fait, dit-on, je lis l'article, de leur faire visiter les infrastructures, et ce, en l'absence de la directrice. Et face à cette situation, le personnel habitué à de curieuses visites de personnes se réclamant du haut sommet ne se serait pas montré particulièrement coopératif, soupçonnant une énième manœuvre de liquidation de l'hôtel. Entre-temps, c'est une équipe de personnes se prétendant mandatées par la présidence de la République qui a débarqué pour procéder au relevé topographique, informée par la suite la patronne des lieux instruit de les rappeler pour venir procéder aux travaux moyennant présentation d'un ordre d'exécution de l'institution mandantante, comme l'exigent les conversations administratives. Tout ceci s'est produit à son insu. Oui. C'est que quand le ministre, selon la version des confrères, le ministre était arrivé avec des investisseurs, elle n'était pas là. Et après, l'autre aussi est arrivé, il n'y a pas... Et puis, en à peine 2 semaines, on la débarque. Donc, c'est pour cela qu'il dit, bon, on ne comprend pas grand-chose. Mais comme le président avait dit, bon, elle est administrative, à tout moment, on peut la démettre également. Exactement. Donc, bon, qu'elle accepte le fair play. Oui, enfin, on a lu beaucoup de choses ces jours-ci. Voilà. Je disais que, voilà, il y a le lieutenant-colonel Goumedjoui qui a pris sa place aussi. Il est intérimaire, qui va être la suite. Voilà. Ambroise Kondjo. Oui, vous savez, moi je ne suis pas trop étonné. Peut-être étonné du fait que certains l'ont déjà dit, que la dame a réhabilité l'hôtel Sarakawa, elle est revenue à la CCIT. Et ensuite hôtel Les Bénins et tout ça, mais qui peut cacher aussi certaines choses, certaines mauvaises choses que l'on ne pourra maîtriser, sauf les tenants ou ceux qui ont envoyé la dame faire tout ce travail. Pour la CCIT par exemple, nous on n'a pas été du tout d'accord, pas de sa gestion, mais du fait de cumuler l'administration provisoire de plusieurs structures, tout comme il n'y a pas il y a plus de gens au Togo. Ah. Oui, nous on n'a pas eu à donner du temps jusqu'à ce que même des fois on a changé de candidat en vain, les gens ont publié. Nous on n'a pas laissé du temps. Parce qu'à un moment donné, elle cumulait l'hôtel Sarakawa, l'hôtel Les Bénins et CCIT. Et son propre cabinet. Ah oui, ça fait 4. C'est pas normal. Donc il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas rentrer, mais ce qui s'est passé la dernière fois peut se justifier par 2 raisons. On révoque quelqu'un avec sommation de quitter les lieux dans les 48 heures, ce n'est pas de la blague. Ça veut dire qu'il doit y avoir eu quelque chose. C'est ça? Il doit y avoir soit un détournement massif de fonds. Suivez-moi très bien. Hein. Moi, je n'invente rien. Dans les pays civilisés, dans les pays pas forcément occidentaux, des pays où la démocratie est là, la lutte contre la corruption est un cheval de bataille pour les dirigeants. Mais au Togo, ici, on débarque des gens sans qu'on connaisse les mobiles de ce débarquement. Au Togo, ici, on débarque les gens. On sait que les gens ont volé, mais on ne sait même pas ce qu'ils ont volé, combien ils ont volé. On ne donne jamais les raisons. Mais on n'a jamais dit à quelqu'un de débarquer 48 heures ou 72 heures. Ici, quand on dit que la personne débarque dans 48 heures, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Et donc, nous disons que soit le problème est un détournement massif de fonds, qui n'est pas justifié, ou soit il y a un problème de mœurs, ou un problème de personne qui est remonté jusqu'au haut sommet. Problème de mœurs?
Oui, pour problème de Pour personnes. les personnes. Oui, parce que Ok. nous sommes au Togo, on se connaît un peu. Pour le problème de détournement de fonds, moi j'ai été à l'hôtel Ibis, le Bénin, et j'ai apprécié le fait que cet hôtel a été réhabilité. Mais j'ai aussi eu le courage de dire à la dame en face, lors de la réception, De la collation, Oui. que ça dit que moi j'ai vu des choses. Moi je suis pas spécialiste du bâtiment, mais je m'y connais un peu. Quand on badigeonne un peu, quand il y a fissure, moi si j'ai construit une maison, je sais ce que c'est, j'étais où on achète des portes et comment se trouvent souvent les portes d'hôtel. On a été dans les pays, on connaît à peu près les standings du 3 étoiles jusqu'au 5, on sait à peu près comment ça se passe. Mais ce que j'ai vu le jour là, Vous n'avez pas été convaincu. je n'ai pas. On a sillonné les chambres. Il y a des portes qui crient. Il y a moi-même, j'ai eu le couleur de m'asseoir sur un lit. Des lits qui tanguaient, qui cherchaient l'ouest et l'est en vain. Et des badigeons qui sont à peine finis. Non, j'ai dit qu'on était 3 hier. J'ai dit, j'ai remarqué, j'ai dit non. Parce que, vous savez, on n'est pas forcément on n'est pas obligé d'être spécialiste pour en savoir. Hein. Il y a des gens qui ont le flair de savoir le goût des choses. Vous allez au marché, vous voulez acheter du pain. Vous connaissez comment on appelle les fiancés là, les boutiques. Oui. Vous rentrez dedans, vous savez, là où il y a la qualité. Et quand vous voyez la qualité, vous savez. Il ne sert à rien de crier, oh, on a dépensé 3 milliards, tout ça c'est bon. Mais quand tu vois ce pourquoi on a dépensé 3 milliards, et tu sais comme tu as au moins tenu, ou toi si tu as une fois tenu 5 millions dans ta main, tu comprendras qu'il y a un problème. Et donc, quand vous laissez le choix à quelqu'un de gérer un bien, et que cette personne ne rend aucun compte public à personne, si ce n'est son mandat, Oui. il y a forte probabilité qu'il y ait détournement de fonds. C'est-à-dire il y a forte probabilité que maintenant on a blessé les gamins. C'est-à-dire que, comme les Sénégalais le font, ils mélangent leur langue. C'est-à-dire que, pour le cas de Sarakawa, moi je félicite la dame parce que moi ça fait longtemps que je ne suis plus allé à Sarakawa. Je suis allé 2 fois. On a fait un travail. Sarakawa est devenu, comment on dit ça, un hôtel moi je ne l'appelle même pas un village balnéaire. C'est-à-dire que un joli village balnéaire. C'est-à-dire que et on élève même des choses là-bas, vous allez voir, tout ça là, c'est bien. Sauf que ça ne se fait pas de façon... Il semble que le maire, elle élève beaucoup d'oiseaux. Hein. Oui, il y a des animaux là-bas. Oui, si. Sauf que mais il ne faut pas oublier, la tante, tu sais que c'est elle-même qui a innové ça. Elle a mis le chapiteau. Le chapiteau. Sur laquelle on a fait Miss Togo la fois dernière. Oui. Donc voilà. Il y a un truc qui a été fait la dernière fois. C'est innovant. Comment on appelle ça? Quelque chose de lumineux. On parle d'1 milliard qu'on a dépensé. Bon, c'est les rumeurs, je ne sais pas si c'est des milliards clameurs. Mais je me dis que il y a quelque chose qui touche sûrement les fonds. En dehors, parce que Sani Yaya ne sait pas lever d'un bon matin pour là-bas. Hein. Si tout à l'heure vous avez semblé dire ça, c'est-à-dire qu'on est là un matin puis on débarque quelqu'un sans nous dire les raisons fondamentales, est-ce que ça ne pose pas un problème dans une république? Ça pose un problème, c'est ce que je dis, ça veut dire qu'il y a un problème d'argent. Quand tu voles aussi, il faut donner un peu aux gens. Un confrère disait hier, quand tu voles, donne aussi un peu aux journalistes, donne un peu. Il a dit ça, lui, il a été clair. Mais donne aux journalistes, hein. Faut bien pas donner. Non. Tu connais si on m'invite à un reportage. Tu connais son réseau de journalistes? Et que j'y vais. Parce que c'est un truc commercial. Oui, bien sûr. Moi, je prends, c'est pour dans le cas de mon journal, c'est pas dans ma poche. Oui. Mais, c'est-à-dire que ce que je dis, c'est que tu as l'argent, donne un peu. Elle ne donne pas. C'est ce que non, c'est ce que le confrère dit là. Moi, je ne sais rien de tout ça. Moi, j'ai été en reportage, on m'a donné ce qui me revient. Donc, le Togolais comme ça, quand tu prends, tu ne donnes pas là. Le jour où tu vas tomber là. Oh, t'as dit que ils vont chercher marbre, ils vont chercher. Vous avez vu le grand missile qu'on a lancé pour détruire le Hezbollah, ses patrons là. Oui, bien sûr. Et Hassan Nasrallah et autres là.
tu vas chercher ça et votre régime va t'enterrer. Et donc, c'est dit que on ne peut pas peindre Madame Bito tout en noir. Je dis que au moins elle a la volonté de faire quelque chose. Elle a fait des choses qui sont visibles. Mais il faut qu'on me dise ce qui Elle s'est pouvait passé. au moins aller. Moi, la dernière fois, je disais Jean- qu'elle pouvait aussi aller gérer Hôtel Sarakawa, qui s'est entre-temps La paix. transformé en grand bésodrome. L'hôtel, Et la paix. voilà. Oui. Et la paix. Non, il y a. Vous le L'hôtel là voyez, n'existe plus. Non, Il y a l'hôtel que le n'existe plus. bâtiment, Le bâtiment, décrépité, mais dans le tout à fond, tout est propre là-bas. Ah, d'accord, très bien. Oui. Et donc, Oui, Jacques Descoutiers. donc, pour finir, je me dis que Bito, Madame Bito a été victime d'une guéguerre de clan. Parce que la République est toujours comme ça. Les gens volent, on ne dit rien à personne. Si tu es du clan, on te protège, on te propose même un autre poste de promotion. Mais si c'est arrivé à Bito, d'abord, bon, je vais dire cette partie-là. Si c'est arrivé à Bito, ça veut dire que le clan, ça se dévore. D'accord. Oui, Jacques Descoutiers. Puis on prend le sujet. Non, je crois que cela ne doit pas nous étonner par rapport au limogeage et autres. Vous vous rappelez de l'ancien ministre du Commerce, M. Gouzan. Ah oui, Gauzan. Gouzan Oui. il était à Bruxelles. La vérité des prix. Oui. Non, Gozan, lui, il a été victime. Il était à Bruxelles De la avec vérité. l'ancien Premier Des prix. ministre Humbo, Oui. quand on l'a dit de revenir. Vous vous rappelez également de la nomination de l'ancien directeur de la police. Je crois que c'était... est-ce que ce n'était pas Gadazi? Est-ce qu'il a fait un mois? Il n'a pas fait un mois. On l'a également débarqué. Non, Donc, je crois que c'est à Covid. non, c'est pas Damiel. Covid. Non, c'est pas Covid. Ah, ok. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Parce que jusque-là, le pourquoi on a débarqué Gouzan dans le temps Personne n'a rien dit. n'a pas été élucidé. On débarque aujourd'hui Bito. Ce qui est sûr, ça ne sera pas également élucidé. Mais ce que j'ai dit, il faudrait que les gens comprennent une chose. Il y a aussi un ministre de la République, la dame Nyakade. Bon, Le voilà. gouvernement, le Voilà. matin on s'est réveillé. Il y a ça. Il y a les Ayassor. Ayassor. Et puis, bon, Ayassor. Ah, ça, lui, on peut comprendre. Non, Parce Ayassor, que c'était le journal de 13h. Donc, Il y en a, on se réveille le matin, on a vu qu'ils sont on a vu, donc, c'est pour vous lui, dire il veut devenir le roi. bon, il À faut la que place les du- gens comprennent, Eric. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Bito, comme je l'ai dit, c'est une dame qui a travaillé. Mais il faut reconnaître qu'elle a quand même fait 7 ans. 7 ans, c'est beaucoup. Provisoire, c'est tout. Oui, c'est beaucoup. 7 ans, c'est beaucoup. Si ce qu'on l'avait confirmé pendant ces 7 ans, on n'aura pas à dire. Mais elle n'était pas confirmée. Elle gérait ça d'une façon provisoire, gérer quelque chose provisoirement pendant 7 ans. Et il faut reconnaître qu'il y aura beaucoup de dérives. Parce que il n'y a pas souvent... Plus on dure à un Justement. poste. Là, il C'est faut ça. qu'on puisse, on a des problèmes. C'est ce qui est bien chez les Oui, Français. plus vous durez, vous avez des problèmes. Donc, quelque part, si aujourd'hui, les gens disent que peut-être que la dame, elle a détourné, la dame a fait ci, la dame a fait ça, il faut reconnaître, est-ce que le conseil d'administration de cet hôtel était également efficace pour contrôler les actions de la dame? Donc, s'il faut virer aujourd'hui, il faut virer tout le monde. C'est un conseil d'administration. Oui. Il faut virer tout ce conseil. Donc, je crois que quelque part, moi j'ai dit, l'autre aspect, c'est son remplaçant. Quand vous prenez par exemple le colonel, Goumeju, je le connais Oui. très bien, je le connais très bien, mais vous savez, quand vous n'avez pas fait l'administration au niveau des hôtels, vous vous rappelez la gestion d'un ancien également colonel qui a géré dans le temps l'hôtel de février, Oui. au temps du feu général Yadema. Il est décédé maintenant, paix à son âme. Mais il faut reconnaître que quand même, nommer des militaires à ce genre de poste, sûrement qu'il y a eu un problème. Voilà. Il y a un sérieux problème Voilà. et les militaires doivent aller, vous savez, pour Temporiser tout ça. justement, pour temporiser entre les civils qui se battaient souvent peut-être. Alors, ces temps-ci, quand même, il y a quand même pas mal de nominations. Hein. Il y en a, ensemble, nous apprendre dans les coulisses que bientôt on aura encore à entendre des noms, des nominations de militaires à des postes. Mais sur des gestions, tout à l'heure, on va évoquer le cas de Urokura Agadazi, le colonel, qui est le nouvel ambassadeur du Togo en France. Mais est-ce que ça ne pose pas de problème? Parce que le Togo forme chaque année des administrateurs. Il y a l'ENA, par exemple. C'est pas ce que vous en pensez, Non, Joseph Gada. non, moi je voudrais revenir encore sur le dossier de Madame Bito. Je pense qu'il faut encourager la jeune féminine quand même
dans la gestion de la chose publique. Et au fait, moi, ce qui m'a touché, en tout cas, il n'y a pas de fumée sans feu. Telle qu'elle est partie, parce qu'il y a un souci. Peut-être que tôt ou tard, on saura les motifs de son départ précipité. Voilà. Maintenant, c'est une dame qui est... Bon, c'est une économiste. Elle est dans la finance. Elle est auditrice. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas n'importe qui pour la prendre, pour gérer quand même l'hôtel qui était... Bon, qui avait des moments difficiles. Si on l'a pris, ça veut dire qu'on comptait vraiment sur sa compétence. Oui, maintenant, là où je suis d'accord avec le président, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. Peut-être que c'est là où ça peut jouer. Ça peut jouer. Alors, qu'est-ce que son conseil d'administration a constaté? Puisque nous ne sommes qu'au premier mois de l'année. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà des conseils d'administration, il y a eu des réunions, tout ça là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le conseil d'administration a constaté? Et a pu faire son rapport qu'aujourd'hui, peut-être que s'il y a des investisseurs qui commencent déjà à arriver, c'est-à-dire que l'idée... Il y a une idée. C'est encore de privatiser encore l'hôtel de comment Sarakawa, ou peut-être qu'elle ne serait pas d'accord. Peut-être. Et puis bon. En même temps, si on doit privatiser l'hôtel ou pas, c'est pas à elle de dire voilà, oui ou non. Oui, parce qu'après tout, elle a bon, faut pas jouer, faut jouer aussi sur l'émotion de la femme. Quel que soit son niveau, la femme a toujours son émotion. Est-ce que elle va me dire bon, ce que j'ai fait, finalement c'est comme ça, ça va finir comme ça. Bon, alors que... Et c'est ce qu'on remarque dans la presse aussi. Voilà. Avec les écrits depuis... voilà. Donc, ceux qui écrivent à gauche, à droite, bon... on peut avoir une idée dessus. On peut avoir une idée là-dessus. C'est qu'il y a un problème de clan aussi. Parce qu'on parle de gestion, certains écartent la plus gestion, mais là, au niveau de gestion, personne ne peut me dire que Bito travailler sans jamais rien prendre pour mettre dans sa poche. Ça, personne ne peut me dire. Mais vous n'avez pas la preuve contraire aussi? Non, je ne parle pas de ici, ce n'est pas une question de preuve. Il n'y a aucun humain sur Terre à qui on confie la gestion de quelque chose qui le fasse dire bye bye. Non. Comment ça? Ça dit qu'il doit trouver sa part. Parce que un jour, une soeur m'a dit, c'est pas un principe. Ambrose, tous les bâtiments que tu vois là, tu penses que ceux-là qui travaillent, qui gagnent 200 000 ou 300 000 au maximum dans le service public, les ingénieurs, tout ça, là, leur salaire, c'est ça. Tu penses que c'est sur la base de ça ils ont construit des maisons à 3 étages? Ah oui. J'ai dit, si tu fais le calcul, d'abord, le terrain même, qui est peut-être à 10 millions. Le premier niveau, qui serait peut-être à 12 millions ou à 15 millions. Le deuxième niveau, fais le calcul sur 30 ans. Combien de prêts il a fait? J'ai dit, oui, tu as raison. Donc, bref, pour dire que la dame, peut-être aussi, les gens cherchent à le contourner pour venir vérifier des choses à l'hôtel qu'elle n'a pas du tout aimé. Et elle n'a pas aimé. Et eux aussi n'ont pas aimé le fait qu'elle résiste. Il y a ça aussi, il y a cette piste-là aussi. Monsieur, on va parler de... Oui, les nominations. Des nominations. Oui. Moi, je pense qu'au niveau des nominations, bon, vous voulez pas... Le fait qu'on place les corps habillés aujourd'hui à la tête de nos institutions. Oui, ça se multiplie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le cas d'Agadazi, Oula Agadazi, qui est aujourd'hui l'ambassadeur du Togo en France, c'est un diplomate. Il a fait la diplomatie? Je ne saurais pas le dire. Il a fait où? Et d'abord, je ne sais pas les critères pour lesquels il a été choisi. Je ne maîtrise rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est une proposition du ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui a proposé. Et pourtant, autour de lui, il y a des jeunes diplomates qui sont là. Oui. J'en connais beaucoup même au niveau de l'Union. En tout cas, il y en a plein. Alors, si lui... Il sait que Robert Dussé, quand il était arrivé, il a fait beaucoup de promotions aux jeunes. Beaucoup de jeunes sont devenus des diplomates. Ils sont partout dans le monde. Et aujourd'hui, il ne continue pas à faire la promotion des jeunes. Alors, si lui, en voyant les cas qui se présentent aujourd'hui, il a pu demander, du moins, il a pu faire une proposition au chef de l'État en choisissant le colonel Agadazi.
L'idée qui m'est venue première, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la position du Togo et la France, la géopolitique, parce que je ne vais pas le dire que, bon, est-ce que c'est seulement les militaires qui sont censés pouvoir régler ce problème, mais peut-être que le problème du terrorisme aussi est passé par là aujourd'hui. Les attaques que nous avons aujourd'hui, qui il faut positionner pour pouvoir mieux discuter avec la France, apaiser la France pour que la France continue pas à nous soutenir. Et c'est Ouro Koura Gadazi? Oui, non, je parle d'un militaire. Moi, je parle d'un militaire. Des militaires. Oui, je parle d'un militaire. Le colonel. Il y a plusieurs colonels. C'est pourquoi il dit, pourquoi le chat est tombé sur lui, je ne saurais le dire. Parce qu'on m'a fait comprendre qu'il y a aussi des jeunes colonels qui sont là. Mais moi, j'ai eu à être, pas travailler avec lui quand il était au ministère de l'Agriculture sur le projet, lors du grand projet Piazza que nous avons fait. Je sais que. Non, c'est eux qui a. Non, oui, c'est eux qui a démarré. Il a hérité et après, c'est lui qui a géré. Mais ce que j'ai apprécié chez lui, c'est que c'est un gars intellectuel. Vous lui posez une question, ça plusieurs fois, parce que nous les journalistes sont intelligents. Oui, intelligent. C'est un intellectuel, pas possible, il est intelligent. Vous lui posez une question sur un dossier, il peut prendre 10 minutes pour vous répondre. Et il continue tout, du début jusqu'à la fin, il fait l'historique, tout. Donc, je pense qu'intellectuellement, il est bon. Peut-être de façon diplomatique, ça, je ne maîtrise pas, je ne sais pas. D'accord. Et puis, même sur le plan national, je ne l'ai jamais vu aussi jouer cette histoire de diplomatie, de cours. En tout cas, depuis qu'il est... Le senti même politiquement. Politiquement, il n'est pas aussi trop engagé politiquement comme les autres ministres. Peut-être pas zélé, mais... Oui, c'est vrai qu'on le voit dans les acteurs politiques de son parti, mais il n'est pas aussi trop impliqué. Mais, en tout cas... D'où la surprise. Oui, voilà. Donc, sa nomination. Nous, on continue de vivre de surprise en surprise. Je veux savoir ce qu'en pense Jacques Diakouty. Non, vous savez, pour ceux qui connaissent un peu M. Faure Gnassingbé, savent que... c'est un magicien, lui. Justement. Voilà. Je surprends toujours. Faure Gnassingbé, depuis son accession au pouvoir, surprend toujours. Là où vous n'attendez pas Faure Gnassingbé, c'est là où il vient. Là où vous l'attendez, il ne vient jamais. Donc c'est pour vous dire que c'est un monsieur qui a vraiment une stratégie très, très, très futée. Et la nomination, comme on le dit tout à l'heure, d'Agadazi, ça a étonné beaucoup. Personne n'attendait M. Agadazi en France. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Personne n'attendait Agadazi là-bas. C'est vrai que quand on prend par exemple le colonel Madjoulouba, qui était ambassadeur du Togo en France, il faut reconnaître que lui l'a fait, il a duré là-bas. Ah oui, lui aussi il a duré. Des gens durent finalement des postes. Monsieur Madjoulouba a tellement duré, si bien qu'il maîtrisait un peu, pas seulement, il ne gérait pas seulement la France, il gérait beaucoup de pays. Donc, moi, ma crainte aujourd'hui, avec quelqu'un comme Agadazi, qui a fait plus le pays en gérant l'ANSAT et autres, et puis vous savez que Agadazi c'est un marin, c'est quoi qu'on dise, c'est un marin avant d'aller gérer à chose à l'ANSAT. Bon, vous savez, moi je n'ai pas grand chose à dire parce que on n'est pas dans les secrets de M. Faure Gnassingbé en le nommant là-bas. Sûrement que M. Faure Gnassingbé a vu des qualités en lui que nous ne voyons pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Entre autres, des qualités d'un diplomate. Peut-être. Et puis, comme vous savez, quelqu'un comme M. Agadazi est tellement discret. C'est quelqu'un qui ne parle pas trop. Pour ceux qui le connaissent, Agadazi est trop souvent calme. Il est trop réservé. Bon, je ne veux pas aller en disant qu'il est un peu fermé. Mais, et puis vous savez, quelqu'un qui est calme, c'est souvent un peu difficile de faire la diplomatie. La diplomatie, c'est des gens qui ont le contact un peu facile. Oui. Donc sûrement, on a trouvé en lui d'autres qualités que les qualités d'un diplomate. Oui, c'est-à-dire que c'est le seul
qui a cette discrétion, c'est M. Faure Gnassingbé. Oui, celui qui sait pourquoi il a choisi. Oui, il est marin. De formation. Oui, c'est un marin. M. Agadaji. Ambroise Pondio avant la pause. Oui, on parle de calme. Moi, j'ai souvent créé les gens calmes. Celui qui... Je vais te dire là. Ça y est, celui qui est calme là. Je parle de ceux qui gèrent les biens publics. Celui qui est calme, quand il vole, tu ne sais pas. Alors, c'est ça. C'est-à-dire que moi... Vous avez une expérience en la matière? Oui, j'ai déjà vécu une situation comme ça. Je connais un monsieur, il me l'a dit clairement. Que nous on parle, il y a tout ça là, lui, il n'est pas dans ça. C'est-à-dire, quand il m'a dit ça, que quand tu parles trop, tu risques même de dire ce que toi-même tu fais. Et quand tu te mets, quand tu es silencieux, toi-même tu sais ce que tu fais. Et je lui ai dit que tu as beau le faire. Il y en a, Dieu le sait, lui. Mais il y en a aussi des gens, tu penses que les gens ne te voient pas, les gens voient ça. On parle d'Agadazi. Agadazi, c'est un vieux plus de 110 ans, qui en principe ne veut plus être là-bas. Et on a parlé des maïs. On a parlé. On est même rentré dans sa gestion privée. On a des gens, certains ont parlé des affaires, tout ça là, qui ont été des grands commerçants, tout ça. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails parce que ce qui est important ici aujourd'hui, c'est celui qui devait être ambassadeur de France, de Togo en France. Ce doit être un diplomate. La France, ce n'est pas un pays comme le Panama ou le Costa Rica. Nous, on a appris la langue française parce que c'est la France qui nous a... Pourquoi vous dites ça? J'en viens. La France, c'est un pays de diplomatie par excellence dans le monde. C'est un pays où la langue est parlée dans plusieurs sphères internationales. Et donc, militariser les ambassades aussi devient un problème chez nous, tout simplement parce que nous sommes dans une nouvelle république qui est en train de faire sa marche et il faut des pions qui puissent sauvegarder, vendre cette république-là à l'extérieur de façon sereine. C'est votre lecture? Oui, sans inquiétude. Parce que les jeunes qui ont fait l'école de diplomatie ici, là, tu me très bien. Eux, c'est des gens, pas forcément jeunes, mais déjà moins de 40 ans, moins de 50 ans. C'est des gens qui peuvent valablement représenter le Togo, qui soient des férus de unir tout ça là. Mais, il y a des points sur lesquels un jeune ou quelqu'un peut achoper. C'est comme ça s'est passé la dernière fois par rapport à... C'est un diplomate béninois. Qui s'est planté. Qui s'est planté parce qu'il a été ému. Et l'émotion peut te conduire à traverser ton langage diplomatique. Moi, je ne peux pas être diplomate. Je peux l'apprendre. Je peux le faire en respectant les termes de la diplomatie. Mais, il y a des vérités. C'est-à-dire que c'est les diplomates qui ont tué le monde, Eric. C'est la diplomatie qui a détruit le monde. Je rends gloire à Dieu le Père et à Donald Trump, le Fils, aujourd'hui. Je ne parle pas de Jésus-Christ. Je parle de Fils de l'homme. Jésus-Christ est là, mais il y a un autre qui est venu, qu'on vit actuellement. Il a beau faire des dégâts que je conteste. Oui. Mais vous l'aimez, Donald Trump? Je l'aime parce que il a bousillé le monde sur tous les plans. Surtout sur le plan diplomatique. Des menteurs. Les diplomates sont des gros menteurs. Regarde ce qui se passe au Congo. Pour le cas du Congo, c'est ahurissant. Tous les chefs d'État étaient assis la dernière fois à Addis Abeba. Personne n'a osé parler. Si c'est le Burundi et le Congo, à peu près. Parce que le Rwanda a tenu la main de tout le monde. Vous prenez Agadazi pour aller en France, il va tenir un langage militaire. Parce qu'il sera parmi les gens. Et donc c'est pour ça que Faure Gnassingbé le tient. Oui. Parce qu'il ne peut. Il a capacité de confiance. Faure Gnassingbé, lui, il marche sur la confiance aujourd'hui. En qui je peux avoir confiance pour qu'il ne me trahisse pas. C'est Agadazi. C'est ça qui oriente les choix. C'est-à-dire que on militarise tout. Les préfectures sont militarisées, les sociétés sont militarisées. Même quand ça va jusqu'aux ambassades, ça veut dire que Faure Gnassingbé doit donner confiance aux militaires. Parce que c'est là où se trouve sa peur. C'est là où se trouve la peur de Faure Gnassingbé. Si je les encense, je les prends par le dos de la poêle, je peux garder mon fauteuil. Parce que le grand souci de Faure Gnassingbé, c'est le fauteuil présidentiel. Tout ce qui est à préserver, oublions ces enfants, ce n'est pas son problème. S'il y a à sauvegarder quelque chose aujourd'hui sur la planète Terre pour Faure Gnassingbé,
c'est le fauteuil présidentiel. Tu as beau être son enfant ou sa femme ou quoi que ce soit, ne touche pas au fauteuil présidentiel. C'est lui qui vous a dit ça? C'est la lecture, malheureusement, que je fais de la chose. D'accord. Parce que la 5e République a dessiné des cartes, nous sommes en train de le voir. La militarisation des institutions, on est en train de le démontrer. Et les auditeurs du RFI ce matin l'ont tout avoué. Et les Togolais, pour prouver que les Togolais ne sont pas des dupes. Il y en a qui sont, Togolais sont très intelligents, ils nous suivent de près. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'au moins, on sait qu'il y aura une fin à tout ça. Adad Dazi, aujourd'hui, a plus de 70 ans. Maintenant, il faut qu'il le retire en sac au moins. Pour que les maïs soient aussi tranquilles. Parce que les maïs... Rien n'est moins sûr aujourd'hui. Le Japon a donné quelques milliards de riz. Et un ami avait dit, mais... Je vois maman, l'on a mis, c'est-à-dire que distribuez-nous un peu des demi-sacs, des 25 ou de ne serait-ce que 5 kilos. Ce riz-là ira sûrement dans les pays du Sahel. Et le riz, le maïs qu'on devait nous vendre, on garde les maïs avec des produits toxiques là pendant au moins des années. Après, on met ça sur le marché pour vendre à 500 francs. Alors que le riz est arrivé, on devait nous donner le riz et les maïs là déjà à frais. Monsieur, merci beaucoup. Excusez-moi. On va marquer une courte pause, un clin d'œil aux partenaires. On revient juste après. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Tout de suite, la pub. Sous le parrainage du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo CCI Togo et le Centre pour le Commerce International ITC, avec l'appui de la GIZ, unissent leurs forces pour éliminer les obstacles au commerce intra- et extra-régional. Vous êtes une petite ou moyenne entreprise dans l'espace UEMOA ou CEDEAO, vous faites face à des obstacles qui freinent votre compétitivité sur les marchés régionaux et internationaux. Le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce, MAOC, vous apporte la solution. Signalez à travers cette plateforme en ligne les obstacles rencontrés dans l'exportation ou l'importation de vos produits. Inscrivez-vous pour être alerté sur les obstacles à votre succès commercial. Consultez également sur le MAOC les rapports d'obstacles au commerce intra-régional. Une fois signalés, les obstacles seront résolus dans les plus brefs délais grâce à des politiques coordonnées entre les administrations publiques et les institutions du secteur privé. Du cœur de l'UEMOA à l'ensemble de la CEDEAO, unissons nos forces pour éliminer les obstacles commerciaux auxquels les opérateurs économiques font face. L'inscription est 100% gratuite sur le www.obstacleaucommerce.org/Togo. Avec le MAOC, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, en collaboration avec la CCI Togo, l'ITC et la GIZ, vous rapproche des solutions. Pour plus d'informations, visitez notre site ou nous écrire sur obstacleaucommerce@ccit.tg ou contactez-nous dès aujourd'hui sur le 71 52 77 77 ou le 92 05 47 47. Avec le MAOC, ensemble, faisons tomber les barrières commerciales. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la 3e personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de comptes là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM, car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM.
Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission La Gare routière de l'information avec Ambroise Bonjo, Joseph Gada et Jacques Diakouti, avant d'aborder le sujet sur les sénatoriales avec les 34 élus de UNIR, 7 qui viennent d'ailleurs, enfin de Togolais quand même, hein. Pour dire qu'ils ne sont pas du parti UNIR. Joseph, vous le placez sur le cas de la nomination du nouveau ministre d'Ambassadeur? C'est une nomination qui a surpris plus d'un Togolais. Je pense que même celui qui même a été nommé sur le devant, lui disait qu'il serait nommé ambassadeur. Je pense que lui-même ne serait pas du tout convaincu. Parce que Agadazé aujourd'hui à la tête de l'ANSAT. Que deviendra l'ANSAT? Non, l'ANSAT, ce qui est... Il va cumuler ça aussi? Non. Quand même. Comment? Et il est à l'étranger, ne peut pas cumuler. Non. Un peu quand même. Mais, attendez. Moi, ce qui m'a plu dans... Le colonel Agadazé était ministre de la culture. Oui, non, il peut cumuler avec l'ANSAT. Non, si c'est qu'il était encore sur place, d'accord, il peut cumuler. Maintenant, il est à l'étranger, il ne peut pas cumuler. Il ne peut pas être là-bas et diriger l'ANSAT par l'IA ou bien par l'intelligence artificielle, il ne peut pas diriger. Donc, voilà. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'aujourd'hui, le ministre Madjoulba est un peu dégagé. Franchement, pour pouvoir gérer la chose publique. Au moins pour ça, je suis très content. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je pense que l'actuel ministre de la Sécurité n'est pas disposé, n'est pas disponible pour pouvoir vraiment accomplir ou bien, il ne sait pas, accomplir les missions de son portefeuille du ministre. Donc je pense que maintenant qu'il est dégagé, il peut se tourner maintenant vers la sécurité. En fait, la sécurité, vous voyez ce qui se passe à Lomé. Des conteneurs qui tombent sur les gens, du n'importe quoi sur le terrain. On dit qu'on demande mais ils sont encore à Lomé, dans la capitale. Donc je pense que maintenant qu'il a les coudées franches maintenant, il peut maintenant gérer agréablement son ministère et regarder de façon visuelle ce qu'il doit faire pour que la sécurité des Togolais soit vraiment assurée, au moins dans les normes. Donc, félicitations à celui qui a nommé. Maintenant, on saura maintenant le ministre. Nous avons maintenant un ministre en plein temps de Lomé jusqu'à Dapaon. Les désordres qui se passent sur la route, les désordres dans nos marchés. Je sais pas. Vous savez que ce qui est des marchés, non? C'est pas. Des jeunes qui se transforment. Vous êtes content au moins que. Non, maintenant je suis très content. Khalis Madjoulba. Maintenant je suis très content de lui. Plein temps. En plein temps, maintenant il peut travailler et donner le meilleur de lui-même. Pour que sa sécurité togolaise puisse quand même avancer. Oui, Jacques Diakouti. Non, vous savez. C'est une note de satisfaction sur ce coup-là. Non, le problème, moi, pour M. Agadazi, comme on l'a dit, vous savez, Agadazi n'est pas jeune. Il est un peu âgé. Il semble qu'il est à la retraite, non? Voilà, il est un peu âgé. Et le côté, vous savez, amener M. Agadazi encore en France, dans cette neige-là, c'est un peu compliqué. Et puis il doit encore reprendre à revivre encore des situations qui ne s'y attendaient pas. Vous voyez, je ne doute pas qu'il peut faire le travail, mais il faut reconnaître qu'à son âge, aller encore rester à l'étranger et chaque matin de gauche à droite, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et puis ce n'est pas seulement l'ambassade du Togo. Du Togo, il y a en France, il y a beaucoup de pays. Il a au moins 5 ambassades comme ça qui va gérer. Vous voyez, Eric. Donc, au fait, tout le problème à ce niveau. Et l'autre aspect, comme on le disait tout à l'heure, tu posais la question de savoir s'il va encore continuer par gérer l'ANSAT. Non, Eric, c'est pas possible. Comment on va cultiver au Togo, lui est à Paris, et quelle semence il saura qu'on a semé, quelle récolte, quel nombre de sacs. Il y a l'intelligence artificielle. Quelle saison on est? Khalis Madjoulba gérait jusqu'à avant-hier l'ambassade du Togo en France. Oui, le ministère de la Sécurité. Oui, lui se déplaçait, c'est-à-dire qu'il était de temps en temps en France, mais aujourd'hui, comme on l'a dit, le plus heureux dans cette histoire, c'est Madjoulba. Madjoulba c'est le plus heureux parce que tout le temps, s'il faut aller en France, passer du temps, revenir encore au Togo, finalement, il ne sera pas efficace. Je ne sais pas si vous comprenez.
Parce que les gens disent que non, depuis un certain temps, on voit ci, on voit ça. C'est parce que le monsieur n'était pas sur place. Maintenant, comme il est sur place, attendons de le mesurer maintenant, le poids de sa sagesse, le poids de son intelligence, par rapport maintenant au ministère qui va occuper par rapport à cette déplacement. Merci beaucoup. Je voulais qu'on parle des sénatoriales. Les élections ont eu lieu samedi. Et Ambroise, c'est l'une des rares fois que le Togo a organisé une élection et le lendemain, moins de 24 heures après la fermeture des bureaux de vote, on a les résultats. Ça, c'est une prouesse. C'est de bon augure pour la 5e République. Hein. Pour 1700... plus de 1700, moins de 2000 électeurs, même déjà à midi on devait avoir les résultats. Certains moments critiqués. Il y a un média qui a écrit qu'on va attendre encore longtemps pour qu'on nous publie encore les résultats de 2000 personnes. 1700 électeurs. Non. Tu sais, il n'avait pas arrangé les choses. C'est-à-dire qu'il devait arranger les choses parce que ça aurait pu être publié depuis midi ou déjà à 14h parce que quand vous prenez un bureau de vote, vous allez peut-être à peine avoir 12 personnes. Dans certains bureaux, peut-être c'est 10 personnes. Selon les circonscriptions et les régions, les villes. Mais comme la loi dit que les bureaux de vote se ferment à 16h, donc ça a été respecté. Malheureusement, contrairement aux grandes élections, même si la loi dit déjà à 18h, il peut aller jusqu'à 10 jours, compte tenu de leur intérêt, qui a gagné, ils en donnent toujours les chiffres avant que les choses ne soient publiées. Même ça là aussi, sûrement qu'ils ont arrangé certaines choses. Alors, pour l'éviter, est-ce qu'on a assisté à une élection arrangée? Oui, je peux le dire. Pas de fraude. Oui, non, pas de fraude. C'est une élection arrangée. Moi, je l'avais dit que les billets vont circuler, l'argent va circuler, parce qu'ici, il s'agit des grands électeurs. Le jour-là, moi, j'ai oublié même qu'on votait. Oui, je le jure. J'ai oublié. J'étais le samedi là, il semble qu'il y ait quelqu'un qui est venu me chercher. Voilà, c'est mon voisin qui m'a dit, ouais, mais il y a quoi? Ah, je me suis dit. Et je lui ai dit qu'en fait, on n'est pas concerné. Et donc, aucun Togolais ne sait qu'il y a eu vote quelque part. C'est les gens entre unir qui sont mobilisés dans les chefs de préfecture pour rencontrer leurs délégués régionaux et municipaux. C'est comme ça que c'est sûr qu'il y a eu il y a eu quelque chose qui se passe. Puis souvent, ils sont dans leur habit là. Dans tous les cas, ils sont toujours dans leur habit là, chaque fois dans les villages, pour distribuer les tricots. Donc certains pensaient que c'est toujours ça et les gens ont été indifférents. Et maintenant, l'enjeu c'est que UNIR a voté pour des gens, des petits partis, des partis satellites, des gens qui sont allés à la mangeoire. Parce que quand vous prenez le cas de Robert Olympio, c'est son nom qui est important. C'est le nom de Robert Olympio qui est important. Parce que les Harry ont joué le jeu. Ça a marché en leur temps. Maintenant, il faut qu'il y ait aussi un autre Olympio pour jouer le jeu. Ça, c'est le cas Olympio. Vous allez voir les gens comme les partis de Fulbert Atisso. Oui. Et il y a aussi les clés. Les partis les clés, par exemple. Vous le connaîtrez que lors des élections. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez vu ce parti a fait quelque chose en dehors des élections? Moi, je n'entends le nom de ce parti-là qu'en période des élections. Et c'est bizarre que ce parti-là prenne un siège de sénateur au détriment de l'UFC, qui avait même signé un accord de gouvernance avec le régime de Faure Gnassingbé. C'est dire que le tapis se déroule progressivement pour consacrer le pouvoir à vie de M. Faure Gnassingbé à la tête du président du Conseil des ministres, tel qu'ils le disent, sauf que nous, notre régime parlementaire n'a rien à voir avec ce qui se passe en Italie, parce que là-bas, c'est des démocraties parlementaires. On appelle ça des démocraties parlementaires en Allemagne, en Italie et ailleurs. Il n'y en aura pas ici la démocratie. Non, il n'y a pas de démocratie. Ici, c'est un régime parlementaire. Point. Pas de démocratie parlementaire. C'est le mot là qu'on ne nous sort pas. Démocratie parlementaire. Ça suppose quoi? Ce que M. Baora tente de nous dire à travers une interview qu'il a accordée, parlant que nous avons désormais un pacte social. Je me dis que M. Baora, qui peut-être a été à l'école plus que moi, ne connaît pas la définition de ce qu'on appelle pacte social. Un pacte social vous a dit que vous avez pactisé avec le peuple par rapport à la loi fondamentale que vous voulez prendre pour le régir. Un engagement. C'est un engagement entre gouvernants et gouvernés. Ici, aucun peuple n'a été consulté. Et le monsieur l'a si bien dit ce matin sur RFI. Ils ont fait ce qui leur plaît. Et maintenant, on nous dit que
ils vont aller au Sénat. Il y a 2 raisons qui motivent ce Sénat-là budgétivore. Première raison, c'est de remercier les vieux cadavres qui sont là depuis plus de 40 ans avant que je ne sois né. Les barquets, tout ça là. Les friqués, tout ça là. La deuxième raison, c'est consacrer le fauteuil présidentiel à vie à M. Faure Gnassingbé. Parce que c'est l'institution là qui va se joindre à l'Assemblée nationale pour désigner le président de l'Assemblée et le président de la République qui ne sera plus élu au suffrage universel. Donc le pouvoir là, on l'a dépouillé, on l'a pris au peuple et que M. Barra vient nous dire qu'il y a un pacte social. Ça, c'est une insulte à l'endroit de l'intelligence du peuple togolais. Ça, c'est un de deux. Il y aura un président du Conseil de la République dont on a vu les affiches au niveau de GTA, je crois. Il l'a enlevé aussi. Ah, je sais pas. Bien, Ferdinand n'est pas encore intervenu dans ce terrain. D'accord. Et donc, le président du Conseil, tout le monde le sait, on n'a pas besoin de nous le dire. On nous dit que c'est le président du Conseil et le président du parti majoritaire à l'Assemblée qui sera élu. Et donc, nous, on attend de voir d'ici mai le déroulé de tout ce programme-là pour voir si les Togolais, désormais, n'auront plus faim au Togo. Parce que l'argument qui a soutenu la création de ce fameux régime parlementaire à travers une nouvelle constitution fabriquée de toutes pièces, toute une nuit, c'est que le Togolais n'aura... Toi, Eric, tu auras une voiture désormais de commandement. Toi, Eric, tu auras de l'eau et du lait dans ta pompe à la maison. C'est sérieux. Je suis en train de faire une métaphore, mais c'est ce que ça semblait dire. Qu'on n'aura plus de problème. Le gaz reviendra à 2700 francs comme au Niger. Le pétrole à 600 francs reviendra à 300 francs. C'est ça la 5e République. C'est ça la 5e République. Que moi j'ai compris. Ah, vous êtes sûr? Moi je me retrouve je suis toujours dans la 4e République. Hein. Mais la 5e République dont on nous chante, c'est le paradis. Tu n'as pas suivi les gens sur les médias? Alors Jacques, Joseph, peut-être la manière dont je le dis, j'exagère. Mais c'est ça en fait. Il n'y aura plus de maladies. Les hôpitaux, il y aura un chemin de fer de Lomé à Sécassé, il y aura une grande autoroute, il n'y aura plus d'accidents vers Atapamé et autres. Et donc, nous on attend de voir à partir du mois de mai. Je te jure qu'ils nous verront sur leur chemin. Si cette 5e République ne me rend pas, ne me donne pas le double de mon poids. Vous serez malade. Vous serez en ce moment malade. Je ne serai pas malade. Tu dois être fier. Je ne serai pas malade. Moi, je vais regarder. Faire. Mais ça veut dire que nous tendrons vers la fin de ce régime. Bon, ça c'est moi qui dis ça. Oui, Jacques Jacouti. Les élections ont eu lieu. On connaît les résultats. UNI s'en sort avec 34 sénateurs élus. On va attendre, n'est-ce pas? Enfin, il y a 7 autres. On va attendre le reste qui sera nommé par le président Faure Gnassingbé. Ce que j'ai aimé, c'est le deal qui a eu lieu entre les partis politiques. Oui. Ça, c'est un deal. Il y a eu de l'entente. Je vous dis, imaginable. Des arrangements. Non, on ne pouvait pas croire. C'est de l'ouverture à votre sens? Non, que quelqu'un se retrouve avec 70 voix. Ah, ça vous parlez du score de Robert Olympio, qui a battu à plate couture la candidate du ministre. Je vous dis, c'est extraordinaire. ça dépasse l'attendement humain. Je vous dis, non mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, ça... Mais en même temps, il fallait s'y attendre quand l'homme déposait sa candidature. Oui, et à justifier tout ça. Non, c'est ce que j'ai dit. Il vous a prévenu que vous serez surpris, il avait dit. Oui, bon, je ne sais pas si il a bassé les gens, parce que je me pose des questions, quoi. Non, il n'a pas bassé. C'est un deal qui s'est déjà passé. Donc, si c'est un deal, vraiment, le deal là est formidable. Si on pouvait le faire comme ça dans notre démocratie, ça devait vraiment être une très bonne chose. Non, c'est ce qui se ferait prochainement même. D'accord, si les deals là peuvent vraiment aider les uns et les autres à avoir quelque chose, vraiment c'est bien. Et je comprends pourquoi Robert Olympio sur les médias, le monsieur était sûr, hein. Confiant. Il était très très confiant. Et puis et comme un adage en chose. Vous savez, un adage en avait dit que si un aveugle veut te lancer une pierre, parce qu'il a les pieds sur quelque chose, hein. Oui, c'est pour vous dire que Robert Olympio, vraiment, il avait le pied sur le béton. Donc vraiment, c'est bien pour lui. Et espérons que au niveau de ce Sénat-là, on puisse développer vraiment ce que le Togo veut. Mais c'est que, contrairement à ce que Ambroise disait, vous savez, Eric, quoi qu'on dise, c'est une nouvelle expérience que le Togo veut entamer. C'est vrai que nous sommes en train de faire un saut dans l'inconnu.
On ne sait pas comment les choses vont se passer. Aujourd'hui, nous tous nous posons des questions. Qu'est-ce que demain sera? Comment les choses seront organisées? Comment les choses vont se passer? Donc, et c'est normal qu'on se pose ce genre de questions. Mais quand même, sont optimistes. Oui, mais sur la question de deal, dans une république, il y a des partis politiques qui vont aux élections et des gens s'entendent. En réalité, est-ce que ça participe à la vitalité politique? Mais le problème, Eric, les deals, c'est partout. Les deals, c'est partout. C'est ça la politique? Oui, mais écoutez, les politiciens devant des situations sacrifient toujours les intérêts du peuple en faveur de leurs intérêts. Ça, il faut le reconnaître. On l'a vu. C'est-à-dire que des impossibilités, des gens que vous n'avez jamais imaginé, qui peuvent se retrouver demain sur une situation, se retrouvent. Vous vous rappelez de certains même personnes, Donna Fologo à Abidjan. C'est mon ami plutôt. C'est des gens. Oui, donc c'est pour vous dire qu'en politique, Eric, tout est possible. Tout est possible. C'est le transhumant le plus célèbre au monde. Tout est possible en politique. Donc c'est ça. Moi, je suis surpris et je ne suis pas surpris. Je suis surpris par rapport aux résultats parce que moi-même, je me donnais même 39. Ah, vous avez fait vos calculs? Oui, peut-être que c'est 39 même. Et à voir déjà les acteurs qui se sont présentés, je disais bon, que peut-être que c'est vraiment deux. Peut-être que je suis aussi confiant que Robert Olympio va passer. Et bâtir. Et bâtir aussi va passer. Donc, le reste, c'est là où la surprise m'est venue. Parce que franchement, jusqu'à ce que un parti comme Togo Autrement, c'est ça, non, Togo Autrement, et la clé aussi. Mais c'est normal, son nom, c'est Togo Autrement. Vraiment, Togo Autrement, comme dirait. Ça rejoint la 5e République. Il a fait Autrement, il a gagné. Donc, c'était là mes surprises. Mais je pense que je dois m'attendre aussi à ça. Déjà, la campagne menée, vous allez constater que le deal même était présent. C'était même l'arme fatale même pour aller à cette élection. Et moi, je ne parlais même pas d'élection sénatoriale. Moi, je parlais de négociations sénatoriales. Ah oui. Parce que ce qui vient de se passer là... Oui, parce que, vous savez... Il n'y a rien d'élection. Lorsque, si c'est l'élection indirecte, c'est-à-dire que c'est une grande campagne qu'on fait autour d'une foule dont on ne connaît même pas parmi les foules, ceux qui peuvent quand même voter pour vous. Mais ici, vous avez les noms déjà de ceux qui peuvent voter pour vous. Donc, ça veut dire que vous avez la possibilité d'aller auprès de ces gens-là, négocier votre vote. Vous ne savez pas, voilà. Oui. Donc, ça veut dire que c'est là où il y a la différence entre les votes que nous faisons par le passé et ce que nous avons. Donc vous n'appelez pas ça élection sénatoriale? Non, moi c'est dire que c'est une négociation sénatoriale. Ce qui a fait que parce que dis donc. Je vous donne par exemple. C'est un bon titre pour je vous donne le cas de par exemple du sénateur Dadi qui est sorti au niveau de Blita lors d'une interview. Blita? Non. Dani, s'il te plaît, Dani, lors d'une interview, il disait que au fait, eux, ils n'ont pas beaucoup de conseillers régionaux comme municipaux pour pouvoir passer. Mais il a pu compter sur les conseillers de UNI et de MRSC, c'est ça, non? Oui. Voilà, pour pouvoir passer. Donc cela suppose que s'il n'y avait pas eu de deal entre lui et ses conseillers, il ne devait pas passer. Et à certains lieux, dans certaines localités, UNI n'est pas là. Mais et pourtant, UNI a gagné 100% dans la localité. C'est-à-dire que UNI n'avait pas beaucoup de conseillers, comme conseillers régionaux, comme conseillers municipaux. Et pourtant, le candidat d'UNI est sorti au moins à 100% ou bien 90%. Mais en même temps, est-ce que les négociations ne font pas partie du jeu politique? En fait, ça, on ne le savait pas. Parce qu'actuellement, c'est ce qu'on est en train de voir en Allemagne aussi. CDU, le FD. Oui, et c'est pour ça que nous voulons aller au régime parlementaire. Ah, d'accord. Oui, c'est-à-dire que le régime parlementaire, c'est la négociation. C'est ce que nous... Et puis, moi, je ne suis pas surpris. Demain, que l'opposition puisse se retrouver aussi à la tête de ce pays parce qu'il y a une négociation. Je ne serais pas surpris avec ce que je suis en train de voir de ce pays. Vous croyez à ça? Ouais. Vous croyez à ça? Mais
Tout est possible en politique. C'est ce que le président vient de le dire. C'est-à-dire que tout est possible en politique. Aujourd'hui, il y a certains de l'opposition qui n'ont jamais imaginé qu'ils peuvent accéder à certaines positions, à certains postes politiques aujourd'hui. Regardez même l'élection des maires. Vous vous rappelez très bien comment cette élection s'est passée. C'est des négociations sur négociations pour que certains soient aujourd'hui des maires à la tête de certaines communes. Ou bien. Donc cela suppose que demain, parce que, regardez, quand vous voyez la position du parti au pouvoir uni aujourd'hui sur l'étendue du territoire, Éric, de toi à moi, quand est-ce que l'opposition va accéder à ce pouvoir? Vous allez me dire qu'il revient à l'opposition de travail, oui. Mais ce qui fera venir l'opposition viendra. Voilà. Maintenant, est-ce que... Il n'a qu'à rester là-bas, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a deux questions que je me suis posées. D'abord, la méthode de boycott. Si on continue par boycotter les élections, est-ce qu'on en arrivera un jour à gagner la majorité, avoir la majorité? Éric, je n'ai pas coupé, Joseph. Oui. Joseph fait son analyse de façon objective. Oui. Mais ce que je tiens à dire ici, que quand j'écoute souvent ces genres de discours, ça me fait mal, dans ce sens que tous au Togo, nous savons très bien que le pouvoir a empêché l'opposition même de se réunir à 5. Même dans une maison à 10, le pouvoir refuse ça. L'opposition n'a jamais eu le temps d'aller convaincre qui que ce soit ailleurs. Même à l'intérieur du pays, vous ne pouvez pas. À l'homme simple, vous ne pouvez pas. Quand est-ce que l'opposition va convaincre les militants? Les militants n'ont pas besoin de qu'on le convainque au Togo. Les gens sont déjà aguerris pour voter l'opposition pour le changement. Et les intimidations, la répression, tout ça là est passé par la mentalité des Togolais. Mais ce qui ne fait pas que ces Togolais-là, on vote automatiquement unis. Non. La fraude a participé. Jerry Tama est témoin. Jerry Tama est témoin de la fraude. Il a été ébenou. Jerry Tama tombait en syncope à l'Est Mono là-bas. Ce qui s'est passé, je vous dis que c'est vraiment ahurissant. Pour dire que le discours là c'est bien, mais sauf que quand on nous dit que l'opposition n'a qu'à s'unir, c'est des discours qu'on nous renvoie de la maison, de la grande maison, ou bien de l'EME2, pour nous dire que c'est ça qui fait que les gens... Non. Laissez les gens s'exprimer. Regardez comment les gens marchent dans tous les pays pour réclamer. Ici, quelqu'un peut faire ça? Et vous pensez qu'il y a un Togolais qui va encore aimer ça? Donc, le pouvoir est là juste pour confisquer, maîtriser, comment on dit ça? Réprimer et dominer. Pour dire que c'est lui qui gagne. Le pouvoir ne gagne rien. Ils sont minoritaires à 10% contre 90%. Où est-ce que vous avez vu ça? Où est-ce que je veux dire? Alors, quand les gens n'ont pas participé aux élections de 2018 et que certains brandissent aujourd'hui, c'est parce que les gens ne sont pas allés. Les gens ont boycotté à raison. Et nous, par exemple, on a poussé les gens à ne pas aller. Et on assume ça. Mais ceux qui n'avaient pas été là, vous avez écouté leur discours, ils ont regretté. Il y en a qui ont regretté. C'est pas tout le monde qui a regretté. C'est pas tout le monde. On va finir comme ça. Donc, moi, je reviens sur mon analyse pour dire que, attention, regardez ce qu'ils sont en train de faire quand nous voyons notre sphère politique aujourd'hui. D'abord, est-ce que boycotter peut encore donner des résultats positifs? Est-ce que aller en solo, tout à l'heure on vient de parler de négociation, de lobbying, est-ce que aller en solo aujourd'hui peut encore pousser l'opposition à avoir une grande majorité? Non, je pense qu'il vaut mieux réfléchir là-dessus. Si vous avez boycotté 2 fois, en 2002, en 2018, et cette année vous boycottez encore, le fait que vous continuez pas à boycotter, qu'est-ce que vous proposez maintenant à la place de boycott? Je pense que... Donc, oui, il faut négocier. Maintenant, il faut négocier. Là où nous sommes actuellement, regardez le parti au pouvoir, au niveau des députés, à la majorité. Au niveau de la municipalité, à la majorité. Au niveau du Sénat, il est la majorité. Bon, on va attendre je pense que c'est la majorité. Peut-être qu'on attendra quoi? Les résultats définitifs et puis la nomination, un tiers. Ce qui est reçu le parti au pouvoir, pas pour avoir la majorité. Bien. Alors, au niveau de l'opposition, c'est ce que j'ai dit. Mais quand est-ce que vous allez pouvoir accéder maintenant au pouvoir si vous n'arrivez même pas à négocier? C'est pourquoi je dis, tôt ou tard, soit on fera encore une belle négociation et que peut-être que demain, on verra un président de la République qui va venir peut-être de l'opposition. D'accord. Merci beaucoup, Joseph Gada. Jacques, juste un mot, peut-être, et puis on aura l'antenne.
Franchement, j'ai voulu qu'on aborde d'autres sujets, mais le temps, franchement. Non, vous savez, Eric. Négocier, c'est possible? Non, vous savez, le temps réglera beaucoup de choses. Ah, le temps. Ouais. Ah, ben là, vous devenez philosophe de jour en jour. Vous comptez sur le temps. Le temps. Mais le temps. Actuellement, Poutine est en train de négocier aussi. Poutine est en train de négocier. Poutine veut discuter avec Non. Parce qu'il faut négocier. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Si c'est que Poutine ne veut pas négocier, vous croyez qu'avec Zelensky, avec l'Ukraine, ça allait finir, la guerre même allait finir en 3 jours? Bien. Oui, mais si en 3 jours ça ne finit pas, cela suppose que Poutine aussi s'est confronté à beaucoup de choses. Maintenant, il faut négocier pour qu'il y ait un peu d'apaisement. D'accord. Donc, moi je dis que l'opposition se prépare à une bonne négociation dans les jours à venir. Merci beaucoup, Joseph Gada. Merci à Ambroise Ponjo. Merci également à Jacques Diakouti. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À demain.